Regardez-moi ça. L'odeur de la pauvreté a envahi mon hall d'entrée. Dégagez de mon chemin, immédiatement. Ces mots, froids comme l'acier du gratte-ciel qui les entourait, frappèrent Amélie avec la force d'une gifle. Elle venait à peine de commencer sa première journée, et déjà, elle sentait le poids du mépris sur ses épaules. Elle ne savait pas encore que cette humiliation n'était que le début d'une histoire qui allait changer sa vie, et celle de beaucoup d'autres, pour toujours. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Et une dernière chose, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, revenons à Amélie et à la tour de verre qui menaçait de la briser. Amélie était une mère célibataire, une guerrière silencieuse dans la jungle de Paris. Son fils de 7 ans, Léo, était tout son monde. Un monde rempli de rires, mais aussi assombri par la respiration sifflante de son asthme chronique. Chaque facture, chaque dépense était un calcul difficile, un sacrifice, pour s'assurer que le petit Léo ait toujours ses médicaments. C'est pourquoi ce travail de femme de ménage, chez Dupont Prestige, n'était pas juste un emploi. C'était une bouée de sauvetage, l'espoir d'un avenir où son fils pourrait respirer plus facilement. Le bâtiment lui-même était intimidant, une flèche de verre et d'acier qui semblait percer les nuages, un temple du luxe et du pouvoir où des millions d'euros changeaient de main chaque jour. Amélie, avec son uniforme simple et ses chaussures usées, se sentait comme une fourmi dans un palais de géants. Ce matin-là, elle polissait le sol en marbre du hall d'entrée, si brillant qu'il reflétait son propre visage fatigué. Elle était concentrée, déterminée à faire le meilleur travail possible. C'est alors que les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent dans un sifflement doux. Un jeune homme en sortit, grand, vêtu d'un costume sur mesure qui devait coûter plus que ce qu'Amélie gagnait en 6 mois. C'était Jean-Pierre Dupont, le nouveau directeur, le fils du fondateur. Il tenait un gobelet de café à la main et parlait fort dans son téléphone, ignorant tout le monde autour de lui. En se retournant brusquement pour éviter un autre employé, Amélie fit un pas en arrière et heurta légèrement son bras. Une petite goutte de café, puis une autre, tombèrent sur la manche immaculée de sa veste. Le silence tomba dans le hall. Jean-Pierre baissa son téléphone et regarda la tâche avec une expression de dégoût absolu, comme s'il venait d'être touché par une maladie. Puis, il leva les yeux vers Amélie. « Vous êtes aveugle ou simplement stupide » lança-t-il, sa voix résonnant contre le marbre. Amélie sentit le sang quitter son visage. Je suis tellement désolé, monsieur. C'est un accident, je ne vous avais pas vu. Mais il la coupa. Un accident. Un accident qui va me coûter une fortune en nettoyage à sec. Savez-vous combien coûte ce costume ? Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Devant une dizaine d'employés qui regardaient la scène, fascinés et terrifiés, il sortit son portefeuille. « Donnez-moi votre nom. Le service des ressources humaines déduira 50 € de votre première paie. Peut-être que cela vous apprendra à regarder où vous mettez les pieds, la plèbe. » Humiliée, les larmes aux yeux, Amélie ne put que hocher la tête. 50 €. C'était le prix de l'inhalateur de secours de Léo pour le mois. Elle sentit son espoir du matin se briser en 1000 morceaux. Alors que Jean-Pierre s'éloignait en pestant, un vieil homme s'approcha d'elle avec un balai. Il portait le même uniforme qu'elle, son visage ridé marqué par des décennies de travail. « Ne vous en faites pas, jeune fille, » dit-il d'une voix douce. « Ce n'est qu'un costume. » C'était Marcel, un autre agent d'entretien, un homme que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Ses mots étaient simples, mais dans le silence glacial du hall, ils furent pour Amélie comme une petite lueur de chaleur. Le soir, en rentrant dans son petit appartement, l'odeur de désinfectant de l'hôpital de la veille flottait encore dans l'air. Léo dormait, sa petite poitrine se soulevant avec difficulté. Amélie sortit son téléphone et regarda une photo de lui prise l'été dernier. Il courait dans un parc, riant aux éclats, en parfaite santé.
Une larme roula sur sa joue. Elle se connecta à son application bancaire. Les soldes étaient dangereusement bas. L'humiliation de la journée revenait en vagues, mais la peur pour son fils était plus forte. Elle devait garder ce travail, peu importe le prix. Elle devait endurer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans cette tour de verre, quelqu'un avait tout vu. Pas seulement à travers ses propres yeux, mais aussi à travers les dizaines de caméras de surveillance qui enregistraient chaque recoin du bâtiment. Et cet homme, que tout le monde prenait pour un simple balayeur nommé Marcel, n'était pas seulement en train de nettoyer les sols. Il était en train de nettoyer la maison. Et il venait de trouver la première ordure à jeter. Les jours qui suivirent furent une descente lente et douloureuse dans un enfer de mépris silencieux. La notification de sa banque arriva le lendemain matin. Un simple SMS qui lui glaça le sang. Débit de 50 € effectué. C'était officiel. L'arrogance de Jean-Pierre Dupont avait un prix, et c'était elle qui le payait. Ce matin-là, Amélie but son café noir sans sucre et quitta son appartement le ventre vide, gardant le peu de pain qu'il restait pour le petit déjeuner de Léo. Retourner dans cette tour de verre, c'était comme entrer volontairement dans la cage d'un lion, sachant qu'il était affamé. Elle se sentait observée, jugée, chaque pas dans le hall en marbre résonnant comme un aveu de sa condition modeste. La cruauté de Jean-Pierre ne tarda pas à prendre une nouvelle forme, plus institutionnelle et donc plus perverse. Un email fut envoyé à tous les employés, y compris le personnel d'entretien. L'objet était simple. Nouvelle politique interne. Le message, lui, était une déclaration de guerre à la vie personnelle. À compter d'aujourd'hui, l'usage des téléphones portables personnels est strictement interdit pendant les heures de travail pour quelque raison que ce soit. Toute communication urgente devra passer par le standard de l'entreprise. Toute infraction sera sanctionnée par un avertissement officiel, le second entraînant un licenciement immédiat. Amélie eut le message sur une tablette partagée, le cœur scellé. Et si l'école de Léo appelait, comment ferait-elle ? La peur, froide et familière, s'enroula autour de sa poitrine. L'après-midi, la situation empira. Chloé Dupont, la fille de Jean-Pierre, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui semblait faite de filtres Instagram et de l'argent de son père, fit une entrée remarquée dans les bureaux. Vêtue d'une robe de créateur et de talons qui claquaient avec autorité sur le sol, elle se promenait avec l'ennui d'une princesse dans son château. Alors qu'Amélie nettoyait près des ascenseurs, le regard de Chloé se posa sur ses chaussures. C'étaient de vieilles baskets, propres mais visiblement usées. Les seuls qu'Amélie pouvait se permettre pour un travail aussi physique. Chloé sortit son téléphone dernier cri, fit un zoom discret et prit une photo. Quelques minutes plus tard, une notification vibra dans les poches de dizaines d'employés. Sur Instagram, dans la story de Chloé, apparaissait la photo des chaussures d'Amélie avec une légende cruelle. Chez Dupont Prestige, même le Justin, personnel, a un dress code. Visiblement, celui de 1990. Hashtag pauvreté. Hashtag fashion police. Le rire étouffé d'une réceptionniste fut le premier signe. Puis, les regards insistants, les chuchotements. L'humiliation n'était plus confinée au hall d'entrée. Elle était devenue virale, un spectacle numérique pour le divertissement des privilégiés. Amélie sentait des centaines d'yeux la déshabiller, la juger. Elle se réfugia dans un couloir de service, luttant pour ne pas pleurer. C'est là qu'elle croisa Marcel. Il ne dit rien, mais son regard était différent. Il venait de voir la story sur le téléphone d'un jeune cadre qui riait avec un collègue. Le visage habituellement doux de Marcel s'était durci. Ses yeux brillaient d'une colère froide et contenue. Amélie vit sa main se serrer si fort sur le manche de son chariot de nettoyage que ses jointures devinrent blanches. C'était une réaction étrange, bien plus intense qu'une simple pitié. Le destin, ce jour-là, décida de tester les limites d'Amélie. Son vieux téléphone, qu'elle gardait en mode silencieux dans la poche de son tablier, vibra. C'était l'école.
Son cœur s'arrêta. Bravant d'interdiction, elle se cacha dans un placard à balai, l'odeur de javel lui piquant les yeux, et décrocha. C'était l'infirmière. Madame, Léo a fait une crise d'asthme assez forte. Il est calmé maintenant, mais il a eu très peur. Pourriez-vous venir le chercher un peu plus tôt ? La voix de l'infirmière était douce, mais chaque mot était une torture pour Amélie. Elle devait partir, mais elle ne pouvait pas. Elle devait appeler son médecin, mais elle ne pouvait pas. Elle était piégée. En sortant du placard, le visage ravagé par l'inquiétude, elle tomba nez à nez avec Jean-Pierre. Il avait un sourire triomphant. Il avait dû la voir se faufiler. « Un problème avec les règles, Amélie ?» demanda-t-il, le venin dans la voix. « Mon fils, il est malade, je devais... » Il lui arracha le téléphone des mains. « Ceci est votre premier avertissement. Et je confisque cet appareil jusqu'à la fin de votre service. La prochaine fois, vous irez chercher votre fils et vous ne reviendrez pas. » Il la laissa là, au milieu du couloir, privée de son seul lien avec son enfant malade, se sentant plus impuissante et seule que jamais. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle terminait ses tâches avec une lenteur mécanique, son esprit ailleurs, elle aperçut de nouveau Marcel. Il se tenait au fond d'un couloir peu éclairé, près de la section administrative. Il ne nettoyait pas. Il observait le bureau de Jean-Pierre, dont les lumières étaient encore allumées. Dans sa main, il tenait un petit carnet noir, et il y écrivait rapidement quelque chose, comme un détective sur une scène de crime. Puis, il porta un téléphone à son oreille, un modèle simple, mais sa façon de parler était tout sauf simple. Amélie n'entendit qu'un fragment de phrase, prononcé à voix basse mais avec une autorité surprenante. « Non, attendez mon signal. Personne ne bouge avant que je ne le dise. » Amélie fronça les sourcils. À qui un simple agent d'entretien pouvait-il donner des ordres ? Un frisson étrange la parcourut. Cet homme, Marcel, n'était pas celui qu'il prétendait être. La dernière tâche de la soirée était la pire. Nettoyer le bureau de Jean-Pierre après son départ. La pièce sentait le parfum cher et le pouvoir. Alors qu'elle vidait la corbeille à papier, son regard fut attiré par l'écran de l'ordinateur du directeur, qui n'était pas complètement éteint. Une fenêtre de messagerie était ouverte. Par un réflexe inexplicable, elle jeta un coup d'œil. C'était une conversation avec le chef de la sécurité. Le dernier message de Jean-Pierre disait « Je veux un rapport complet sur tous les employés du service d'entretien, surtout le vieux Marcel. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez lui. Vérifiez ses antécédents, ses anciennes adresses, tout. » Amélie sentit son cœur battre plus fort. Mais ce n'est pas ça qui la figea sur place. Juste en dessous, elle vit un fichier joint. Une photo. C'était une capture d'écran d'un document officiel. Elle cliqua sur l'image pour l'agrandir. C'était une fiche de renseignement sur Marcel. Il y avait sa photo, celle d'un vieil homme fatigué. Mais le nom inscrit à côté n'était pas Marcel. Le nom était Antoine Dupont. Et juste en dessous, sa fonction, fondateur et actionnaire majoritaire, Dupont Prestige. À cet instant précis, elle entendit le bruit de la poignée de la porte qui tournait lentement. Quelqu'un revenait. Le bruit de la poignée de porte fit sursauter Amélie comme un coup de feu. Son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. En l'infraction de seconde, elle referma la fenêtre de l'ordinateur, attrapa son chiffon et se mit à épousseter un meuble avec une énergie désespérée, le dos tourné à la porte. La porte s'ouvrit. C'était Jean-Pierre. « J'ai oublié mes clés de voiture, » dit-il d'un ton agacé, sans même lui accorder un regard. Il traversa la pièce, prit les clés sur son bureau et repartit aussi vite qu'il était entré. Amélie resta immobile pendant 1 minute entière, le souffle coupé, le chiffon tremblant dans sa main. Le nom sur l'écran brûlait dans son esprit. Antoine Dupont. Marcel était Antoine Dupont. Le fondateur. Le père. Une vague de vertige la submergea. Tout devenait clair. La colère contenue dans ses yeux,
son autorité étrange, sa présence constante. Ce n'était pas un simple agent d'entretien, c'était un roi déguisé en paysan, observant en silence la tyrannie de son propre fils. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Assise près du lit de Léo, écoutant sa respiration fragile, elle sentit une nouvelle force grandir en elle. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la résignation. C'était de la colère. Une colère juste. Elle n'était plus seule dans son combat. Elle avait un allié, même s'il ne le savait pas encore. Elle sortit son téléphone, récupéré à la fin de son service, et commença ses recherches. Elle tapa Antoine Dupont sur Google. Les articles étaient nombreux. Un self-made man parti de rien, un philanthrope connu pour sa générosité, un homme qui avait toujours mis ses employés au premier plan. Une photo le montrait, 20 ans plus jeune, inaugurant un centre pour enfants malades. Il ressemblait tellement à Marcel, mais avec le feu du pouvoir dans les yeux. Tout ce que Jean-Pierre n'était pas. Le lendemain, Amélie retourna à la Tour de Verre avec une nouvelle mission. Elle n'était plus une victime. Elle était une espionne. Chaque humiliation, chaque mot cruel, n'était plus une blessure mais une preuve. Elle garda son téléphone dans la poche de son tablier, l'enregistreur audio activé en permanence. Ce jour-là, elle entendit Jean-Pierre se vanter au téléphone avec un ami de la façon dont il avait remis à sa place cette femme de ménage insolente. L'enregistrement était clair, sa voix arrogante parfaitement capturée. Plus tard, elle vit Chloé, dans le salon des employés, montrer à ses amis une nouvelle vidéo sur son compte TikTok. Elle y mimait une personne pauvre demandant de l'argent, avec la légende « Quand la femme de ménage demande une avance ». Amélie, cachée derrière un chariot, enregistra discrètement l'écran avec son téléphone. Chaque mégaoctet était une munition de plus pour la guerre à venir. La semaine fut un calvaire, mais un calvaire productif. L'état de Léo s'aggrava. L'infirmière de l'école appela de nouveau, et cette fois, Amélie dut supplier sa superviseure pour avoir la permission de répondre. La conversation fut courte et terrifiante. Le médecin insistait sur la nécessité d'un appareil respiratoire à domicile, un nébuliseur, qui coûtait près de 300 €. Une somme astronomique, impensable. Le désespoir la poussa à commettre un acte de folie. Elle attendit Jean-Pierre à la sortie de son bureau. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît », commença-t-elle, la voix tremblante. « Mon fils est très malade. J'ai besoin d'une avance, juste une petite avance pour acheter un appareil médical. Je vous rembourserai, je ferai des heures supplémentaires, tout ce que vous voudrez. » Jean-Pierre la regarda comme si elle était un insecte. Il rit. Un rire sec et méprisant. Une avance. Vous plaisantez. Les problèmes personnels ne sont pas les problèmes de l'entreprise. Si vous ne pouvez pas gérer votre vie, ce n'est pas à moi de payer pour vos erreurs. Il la contourna et continua son chemin. Mais Amélie, le cœur brisé mais l'esprit clair, avait son téléphone dans sa main, l'enregistreur toujours en marche. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était seule, elle reçut une notification WhatsApp. C'était un numéro inconnu. Le message contenait seulement un lien. Elle cliqua dessus. C'était un article de blog intitulé « Comment arrêter de jouer la victime et commencer à réussir ». Elle fit une capture d'écran. C'était signé Jean-Pierre Dupont. Il avait pris le temps de lui envoyer ça, juste pour enfoncer le couteau plus profondément. C'est ce soir-là qu'Antoine, ou plutôt Marcel, l'approcha. Il la trouva dans la petite salle de repos, la tête entre les mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Il s'assit en face d'elle, sans un mot, et lui tendit une simple barre de chocolat. « Mangez, dit-il doucement. Vous ne pouvez pas vous battre le ventre vide. » Amélie leva les yeux, surpris par sa gentillesse. « Comment supportez-vous tout ça ?» demanda-t-elle. Il eut un sourire triste. « Parfois, pour reconstruire une maison, il faut la laisser brûler jusqu'aux fondations. » Ces mots étaient énigmatiques, mais ils résonnèrent en elle. C'est alors qu'elle prit une décision. Elle lui fit confiance. « Je sais qui vous êtes, » murmura-t-elle, si bas que seul lui pouvait l'entendre.
Il ne parut pas surpris. Il hocha simplement la tête. « Alors vous savez pourquoi je suis ici ?» Amélie sortit son téléphone. « J'ai des choses qui pourraient vous intéresser. » Elle lui montra les enregistrements, les captures d'écran, les vidéos. À chaque nouvelle preuve, le visage d'Antoine s'assombrissait, la tristesse laissant place à une détermination glaciale. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Puis il dit « C'est plus que ce que j'espérais. Mais il nous manque la pièce maîtresse. La preuve irréfutable de son incompétence et de sa cruauté. Et je pense savoir comment l'obtenir. » Le plan était simple et dangereux. Antoine lui expliqua qu'un grand gala de charité de l'entreprise aurait lieu dans 2 jours. Jean-Pierre devait y prononcer un discours important devant des investisseurs et des journalistes. Il sera arrogant, confiant. Il se sentira intouchable. C'est là qu'il fera une erreur. Antoine lui donna une minuscule clé USB. Ceci est un programme. Demain, quand vous nettoierez son bureau, vous aurez 30 secondes pour l'insérer dans son ordinateur. Il copiera tout le contenu de son disque dur. Ses emails, ses messages privés, ses transactions financières. Tout, c'est notre seule chance. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Le risque était énorme. Si elle se faisait prendre, elle perdrait tout. Mais en regardant le visage grave d'Antoine, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. C'était le moment de se battre. Non seulement pour Léo, mais pour toutes les personnes que Jean-Pierre avait écrasées sous ses chaussures de luxe. Elle prit la clé USB. Je le ferai. Le lendemain matin, en entrant dans le bureau de Jean-Pierre, la clé USB froide dans sa paume, elle savait que les prochaines minutes allaient décider de son avenir. Le moment de la vérité approchait, plus vite et plus dangereusement qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La clé USB semblait peser 1 tonne dans la paume moite d'Amélie. Entrer dans le bureau de Jean-Pierre, ce sanctuaire de son arrogance, était déjà une épreuve. Savoir qu'elle n'avait que quelques secondes pour accomplir sa mission transformait chaque tic-tac de l'horloge murale en un coup de marteau sur son cœur. Heureusement, le bureau était vide. Jean-Pierre était en réunion. Une de ces réunions interminables où il aimait entendre le son de sa propre voix. Amélie commença par nettoyer les fenêtres, se déplaçant lentement, méthodiquement, pour ne pas attirer l'attention des employés à l'extérieur. Puis, elle s'approcha du bureau. Son regard balaya le couloir à travers la porte entr'ouverte. Personne. D'un geste rapide, presque fébrile, elle inséra la clé dans le port USB de l'ordinateur portable. Une petite lumière clignota. Le programme qu'Antoine avait installé se lança automatiquement. Une fine barre de progression apparut sur l'écran. 10%. 20. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité. 30. 40. Elle entendit des voix dans le couloir. Son sang se glaça. Elle se força à prendre son plumeau et à épousseter un cadre photo, le dos tourné à l'écran. Les voix passèrent. 70%. 80. 99. Terminé. Elle retira la clé aussi vite qu'elle l'avait insérée, la glissa dans sa poche et vida la corbeille à papier juste au moment où Jean-Pierre et son assistant rentraient dans la pièce. Elle n'avait jamais ressenti une telle peur, ni un tel sentiment de victoire silencieuse. Le soir du gala de charité arriva. L'événement se tenait dans un hôtel somptueux du Triangle d'Or, un lieu où le luxe suintait de chaque dorure et de chaque lustre en cristal. Amélie et les autres membres du personnel d'entretien avaient été réquisitionnés pour s'occuper des coulisses, nettoyer les verres renversés, vider les cendriers, rester invisible. C'était le rôle parfait pour elle. Personne ne la remarquerait. Avant de partir, elle avait transféré tous les fichiers de la clé USB sur un service de stockage en ligne sécurisé, puis avait envoyé le lien et le mot de passe à Antoine via un message crypté. La bombe était armée. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour la faire exploser. La soirée était un spectacle d'hypocrisie. Des gens riches signaient des chèques pour des œuvres de bienfaisance tout en ignorant superbement le personnel qui les servait. Jean-Pierre était au centre de tout, rayonnant, serrant des mains, son sourire faux collé au visage. Chloé était là aussi, dans une robe scintillante, documentant chaque instant pour ses followers sur Instagram, posant avec des célébrités,
le comble du vide existentiel. Amélie les observait depuis Londres des couloirs de service, une spectatrice silencieuse de cette mascarade. Elle se sentait étrangement calme. La peur avait disparu, remplacée par une froide détermination. Elle avait vu le contenu de la clé USB. Des emails prouvant que Jean-Pierre avait détourné une partie des fonds de charité de l'année précédente pour s'acheter une montre de luxe. Des messages WhatsApp où il ordonnait au service des ressources humaines de trouver des prétextes pour licencier des employés plus âgés et plus chers. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Le point culminant de la soirée devait être le discours de Jean-Pierre. C'était le moment qu'Antoine attendait. Mais avant cela, le destin réserva à Amélie une dernière et suprême humiliation. Alors qu'elle traversait une zone moins fréquentée pour aller vider une poubelle, elle tomba sur Chloé et 2 de ses amis. Elles avaient visiblement trop bu de champagne. « Oh, regardez qui est là !» lança Chloé, sa voix traînante et méprisante. « Notre Cendrillon personnel ? Tu n'as pas trouvé de prince charmant pour t'emmener au bal ?» Ses amis ricanèrent. Amélie tenta de les ignorer et de continuer son chemin, mais Chloé lui barra la route. « Attends, j'ai quelque chose pour toi. Puisque tu aimes tant nettoyer, tiens. » Et sur ces mots, elle renversa délibérément le contenu de son verre de champagne sur le sol, juste aux pieds d'Amélie. Le liquide doré éclaboussa ses chaussures usées. « Nettoie ça !» ordonna Chloé, son visage déformé par la cruauté. Amélie resta figée, le cœur battant la chamade. Une partie d'elle voulait hurler, lui jeter son seau à la figure. Mais elle se souvint du plan. Elle se souvint de la froide détermination dans les yeux d'Antoine. Elle devait tenir. Elle se pencha lentement, sortit une serpillière de son chariot et commença à éponger le sol, sous les rires des 3 jeunes femmes. C'était le moment le plus humiliant de sa vie. Être à genoux, nettoyant le gâchis d'une enfant gâtée qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Mais alors qu'elle était penchée, son regard croisa quelque chose. L'une des amies de Chloé filmait la scène avec son téléphone, riant aux éclats. « C'est trop drôle, je vais mettre ça en story », dit-elle. Amélie comprit alors. Ce n'était pas juste une humiliation. C'était une preuve. La dernière. La plus puissante. Une preuve visuelle de leur cruauté. Filmée par eux-mêmes. Elle se releva, le visage impassible. « J'ai terminé », dit-elle simplement. Et elle s'éloigna. Il sent Chloé et ses amis déconcertés par son manque de réaction. Elle se dirigea directement vers les toilettes du personnel, le cœur en feu. Elle sortit son téléphone. Elle n'avait pas besoin de pirater quoi que ce soit. Elle alla simplement sur le profil Instagram de l'ami de Chloé. Il était public. Et là, en haut de la page, la story était déjà en ligne. Une vidéo d'elle, à genoux, avec la légende « Service 5 étoiles ». Elle enregistra la vidéo sur son téléphone et l'envoya immédiatement à Antoine avec un seul mot. Maintenant. Elle retourna dans la grande salle juste au moment où Jean-Pierre montait sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il s'approcha du pupitre, un sourire suffisant aux lèvres. Il était au sommet de son onde, prêt à livrer un discours sur l'intégrité et la générosité. Derrière la scène, Amélie vit Antoine, toujours dans son uniforme de Marcel, parler discrètement au technicien responsable de la projection. Il lui tendit une petite clé USB, différente de celle qu'il lui avait donnée. Le technicien hocha la tête. Amélie se plaça près d'une sortie, prête. Elle regarda Jean-Pierre, qui se raclait la gorge, prêt à parler. Il pensait que sa victoire était totale, que les petites gens comme elle n'étaient que de la poussière sous ses pieds. Il ne savait pas que dans moins d'1 minute, son monde allait s'effondrer en direct, devant des centaines de témoins et des milliers de spectateurs en ligne. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait spectaculaire. Alors que Jean-Pierre Dupont ajustait son micro, savourant les applaudissements polis de l'audience, une guerre silencieuse et numérique se préparait dans les coulisses. Antoine,
après avoir donné la clé USB au technicien, sortit son propre téléphone, un modèle ancien mais fonctionnel. Il ouvrit une conversation de groupe sécurisée sur WhatsApp, nommée Opération Phoenix. Les participants étaient peu nombreux mais puissants. Maître Dubois, l'avocat le plus redouté de Paris, Hélène Marshall, une journaliste d'investigation lauréate du prix Pulitzer, et un contact simplement nommé le justicier, une source haut placée au sein de l'autorité des marchés financiers. Le message d'Antoine fut bref. Phase finale initiée. Hélène, préparez la mise en ligne. Maître Dubois, les huissiers sont-ils prêts? Le justicier, attendez mon signal pour geler les comptes. Les réponses arrivèrent en quelques secondes. 3 pouces levés verts. Tout était en place. La toile d'araignée, tissée pendant des mois dans l'ombre, était sur le point de se refermer sur sa proie. Pendant ce temps, Jean-Pierre, ignorant tout du cataclysme imminent, se sentait invincible. Cette soirée était son couronnement. Il avait récemment conclu un accord secret pour racheter les parts d'un concurrent en utilisant une société écran financée par les fonds de dotation de l'entreprise, une manœuvre audacieuse et totalement illégale qui ferait de lui le maître incontesté du secteur. Il avait même prévu d'annoncer une restructuration majeure de l'entreprise dans les semaines à venir, un euphémisme pour le licenciement de centaines d'employés fidèles dont beaucoup avaient été embauchés par son père. Il regarda la foule, son regard balayant les visages des riches et des puissants, et il se vit déjà à leur place, plus haut, plus fort. Il ne remarqua même pas Amélie, qui se tenait près d'un pilier, son téléphone à la main, le visage calme et déterminé. Pour lui, elle n'existait pas, et c'était là sa plus grande erreur. Amélie, de son côté, jouait son propre rôle. Elle avait reçu un message d'Antoine. Le technicien est avec nous. L'écran principal est sous notre contrôle. Dès que la vidéo de Chloé sera diffusée, envoie le dossier complet à tous les contacts de la liste presse. Sois prête. La liste était déjà préparée dans ses brouillons d'email. Des dizaines de journalistes, de blogueurs influents et d'agences de presse. Le dossier contenait tout. Les enregistrements audio, les captures d'écran des messages de Jean-Pierre et des stories de Chloé, les copies des emails compromettants, et même un résumé détaillé des transactions financières frauduleuses qu'Antoine avait découvertes. C'était une bombe atomique numérique, prête à être larguée. Elle sentait le poids de cette responsabilité, mais aussi une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle pensait à Léo, à son souffle difficile, et sa détermination devenait de l'acier. Sur scène, Jean-Pierre commença son discours. Sa voix était pleine d'une fausse humilité, parlant de valeurs familiales, de l'héritage de son père et de l'importance de redonner à la communauté. Chaque mot était un mensonge, une insulte à la vérité qu'Amélie tenait au bout de ses doigts. Dans la salle, Chloé, revenue près de la scène, regardait son père avec adoration, filmant son discours pour le partager avec ses followers, ajoutant des filtres de cœurs et d'étoiles. L'ironie était presque douloureuse. Ils étaient tellement absorbés par leur propre image, leur propre monde de faux semblants, qu'ils étaient devenus aveugles à la réalité qui s'apprêtait à les frapper de plein fouet. Dans le groupe Opération Phoenix, un nouveau message d'Antoine apparut. Il commence à parler des employés qui sont le cœur de notre entreprise. C'est le signal. Hélène, lancez le direct sur votre plateforme. Hélène Marshall, depuis la régie de son agence de presse, appuya sur un bouton. Un direct YouTube et Facebook commença, retransmettant le gala avec un titre accrocheur. En direct, la face cachée de l'Empire Dupont. Le lien fut immédiatement partagé sur tous les réseaux sociaux. Des milliers de personnes commençaient à se connecter, attirées par la promesse d'un scandale. Jean-Pierre, inconscient de l'audience grandissante qui le regardait en ligne, continuait son monologue. Et c'est pourquoi je suis fier d'annoncer que nous allons faire un don record d'1 million d'euros ce soir. Les applaudissements éclatèrent. C'était le moment qu'Antoine avait choisi. Il fit un signe discret au technicien. Sur l'immense écran derrière Jean-Pierre, où devait apparaître le logo de la fondation, une image différente se chargea. Ce fut d'abord un flash, un bug, pensa la plupart des gens. Mais ensuite, l'image devint nette. C'était une vidéo, prise depuis un téléphone. On y voyait une jeune femme blonde, Chloé, renverser son verre de champagne au pied d'une femme de ménage. La voix de Chloé, amplifiée par les haut-parleurs de la salle, résonna,
cruelle et moqueuse. Nettoie ça. Un murmure parcourut la salle. Jean-Pierre s'arrêta net, confus. Il se retourna et vit la scène sur l'écran. Son visage se décomposa. Chloé, dans l'audience, devint livide, son téléphone lui glissant des mains. Mais ce n'était que le début. La vidéo fut suivie d'un enregistrement audio. La voix de Jean-Pierre, claire et distincte. Une avance. Vous plaisantez. Les problèmes personnels ne sont pas les problèmes de l'entreprise. Puis, une capture d'écran de son message WhatsApp avec le lien de l'article sur « Comment arrêter de jouer la victime ». La foule était maintenant complètement silencieuse, le choc se lisant sur tous les visages. Les téléphones portables s'étaient levés, filmant la scène, la catastrophe en direct. Amélie, le doigt tremblant au-dessus du bouton « Envoyer » de son téléphone, attendait le dernier signal. Antoine la regarda à travers la salle, un regard intense, et hocha la tête. C'était le moment. Elle appuya. En une seconde, le dossier complet, la bombe numérique, fut envoyé à des centaines de journalistes. Des notifications commencèrent à apparaître sur les téléphones dans toute la salle. Les visages passèrent du choc à l'indignation en lisant les titres des emails. Détournement de fonds de charité. Licenciement abusif planifié. Harcèlement moral chez Dupont Prestige. Jean-Pierre, paniqué, se tourna vers le technicien en hurlant « Coupez ça! Coupez tout !» Mais le technicien, suivant les instructions d'Antoine, haussa les épaules, feignant l'incompétence. C'est alors qu'Antoine, toujours dans son modeste uniforme, monta calmement sur scène. Il prit un micro sur le pupitre. La salle était dans un silence de mort. Jean-Pierre le regarda, les yeux exorbités, n'arrivant pas à comprendre ce qui se passait. Il voyait Marcel, le balayeur. Il ne voyait pas son père, le juge, le jury et le bourreau. Dans quelques secondes, leur monde, construit sur le mensonge et le mépris, allait s'écrouler. Et Amélie, la femme invisible, serait celle qui aurait allumé la mèche. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Antoine Dupont, alias Marcel, se tenait au centre de la scène, le micro à la main. Son humble uniforme d'agent d'entretien contrastait si violemment avec l'opulence de la salle que le silence devint presque assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur lui, puis sur Jean-Pierre, qui le fixait avec une expression de pure incrédulité, comme s'il voyait un fantôme. « Bonsoir », commença Antoine, sa voix calme mais amplifiée par les haut-parleurs, portant une autorité que personne dans cette salle n'avait jamais entendue de sa part. « Je m'appelle Antoine Dupont, et contrairement à ce que mon fils vient de vous dire, l'héritage que j'ai construit n'a rien à voir avec des discours vides et des chèques signés pour la galerie. » Un murmure stupéfait parcourut l'audience. Le nom Dupont, prononcé par cet homme, changeait tout. Les caméras des journalistes, initialement tournées vers Jean-Pierre, pivotèrent toutes vers Antoine. Pendant 6 mois, continua Antoine, son regard ne quittant pas celui de son fils, j'ai travaillé ici, sous vos yeux, en tant qu'agent d'entretien. Je voulais voir de mes propres yeux ce qu'était devenue l'entreprise que j'ai bâtie avec mes mains. Je voulais voir si l'homme à qui j'allais confier mon héritage avait un cœur. Et ce que j'ai vu m'a brisé le mien. Sur l'écran géant, la vidéo de Chloé fut remplacée par une autre image. La capture d'écran de la story Instagram montrant les chaussures usées d'Amélie avec la légende cruelle. Puis, la vidéo TikTok de Chloé se moquant des pauvres. Chloé, dans la salle, poussa un cri étranglé et cacha son visage dans ses mains. Jean-Pierre, enfin sorti de sa torpeur, se précipita vers Antoine. « Père, qu'est-ce que tu fais ? C'est une sorte de mauvaise blague. Sécurité, sortez cet homme de scène. » Mais personne ne bougea. Les gardes de sécurité, qui connaissaient tous Marcel, le vieil homme aimable qui leur offrait parfois un café, restèrent immobiles, aussi choqués que les autres. « La sécurité ne bougera pas, Jean-Pierre, » dit Antoine, sa voix devenant plus dure. « Ce soir, les seules personnes qui vont sortir sont celles qui ont sali le nom de cette entreprise. » Il fit un signe au technicien. Une nouvelle série de preuves apparut à l'écran, cette fois-ci beaucoup plus grave. Des extraits de relevés bancaires. Une transaction montrait un virement de 50 000 € depuis le compte de la fondation de charité vers un compte en Suisse.
Une autre diapositive montrait la facture d'une montre de luxe achetée le lendemain pour exactement la même somme. Mon fils vous a parlé d'un don d'1 million d'euros, dit Antoine, sa voix vibrant de colère. Mais il a oublié de mentionner le don qu'il s'est fait à lui-même l'année dernière, avec l'argent destiné à des enfants malades. La salle explosa en exclamations de choc et d'indignation. Les flashs des appareils photo crépitaient. Jean-Pierre devint blanc comme un linge. « C'est faux, ce sont des montages, c'est un complot !» cria-t-il, sa voix aiguë de panique. Mais Antoine était préparé. Un complot, vraiment. Il fit un autre signe. Un email s'afficha, envoyé par Jean-Pierre à son assistant. L'objet, optimisation des coûts. Le contenu était sans équivoque. Trouve-moi une raison de virer tous les employés de plus de 50 ans. Leurs salaires sont trop élevés et leurs assurances coûtent une fortune. Dis-leur que c'est une restructuration. On les remplacera par des jeunes qui ne se plaindront pas. À ce moment-là, 2 hommes en costume sobre entrèrent dans la salle et se dirigèrent calmement vers la scène. Maître Dubois, l'avocat, et le justicier, qui se révéla être un enquêteur de l'autorité des marchés financiers. Jean-Pierre Dupont, commença l'enquêteur d'une voix forte et claire. Au nom de la République française, je vous informe que vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de détournement de fonds, abus de biens sociaux et délit d'initié. 2 policiers en uniforme entrèrent à leur tour. La panique s'empara de Jean-Pierre. Il essaya de fuir par l'arrière de la scène, mais se retrouva face à face avec Amélie, qui se tenait là, son téléphone toujours à la main, le visage serein. Son regard croisa le sien, et dans ses yeux, il ne vit ni haine ni pitié. Juste la calme certitude de la justice. Les policiers lui passèrent les menottes. La scène était surréaliste. Le jeune mania, l'héritier tout-puissant, emmené comme un criminel ordinaire devant l'élite de Paris qu'il avait lui-même convié. Les caméras tournaient, immortalisant sa chute en direct. Alors qu'on l'emmenait, son regard se posa sur son père. « Pourquoi » murmura-t-il, les larmes de rage et d'humiliation coulant sur ses joues. « Parce que tu as oublié la première règle, Jean-Pierre, » répondit Antoine, sa voix remplie d'une infinie tristesse. « On peut construire un empire avec de l'argent, mais on ne le maintient qu'avec du respect. Et tu n'en as eu pour personne. » Antoine se tourna de nouveau vers l'audience, qui était maintenant debout, certains applaudissant, d'autres encore sous choc. Cette entreprise a perdu son âme, mais ce soir, nous commençons à la retrouver. Son regard trouva Amélie dans la pénombre. Et nous la retrouvons grâce à des gens comme elle. Il lui tendit la main. Venez, Amélie. Venez à la lumière. Hésitante, elle s'avança sur la scène. L'uniforme simple, les chaussures usées, sous les projecteurs éblouissants. Elle n'était plus une femme de ménage invisible. Elle était le symbole de la vérité. Cette femme, déclara Antoine, sa voix résonnant dans la salle et sur des milliers d'écrans à travers le monde, a plus de courage, d'intégrité et de dignité dans son petit doigt que beaucoup de gens dans cette salle n'en auront jamais dans toute leur vie. Elle a été humiliée, méprisée, poussée au désespoir. Mais elle n'a jamais perdu sa gentillesse. C'est elle, la véritable héritière de l'esprit Dupont. Il leva la main d'Amélie, et la salle éclata en un tonnerre d'applaudissements. Des applaudissements sincères, cette fois. C'était la victoire de David contre Goliath, la revanche de la décence sur l'arrogance. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag « Justice pour Amélie » devint viral en quelques minutes. Les vidéos de la soirée étaient partagées des millions de fois. L'empire de Jean-Pierre Dupont ne s'était pas seulement effondré, il avait été pulvérisé en direct, et le monde entier était témoin. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La chute de l'empire personnel de Jean-Pierre Dupont fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été arrogante. La justice, une fois mise en branle, fut implacable. Condamné à 10 ans de prison ferme pour fraude fiscale aggravée, abus de biens sociaux et harcèlement moral, il perdit tout, son poste, sa fortune et le respect qu'il n'avait jamais vraiment mérité.
Les images de son procès firent le tour du monde, montrant un homme brisé, l'ombre de celui qui, quelques mois plus tôt, se croyait d'au-dessus des lois. Chloé, quant à elle, fut condamnée à des travaux d'intérêt général dans un refuge pour sans-abri. Le choc de la réalité fut si violent qu'elle disparut des réseaux sociaux. Son monde de filtres et de faux-semblants s'étant évaporé, pour laisser place à la dure vérité de la vie. L'empire du comprestige, lui, survécut, mais transformé. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la Tour d'Auvergne n'est plus un symbole de mépris, mais un exemple de changement. Antoine Dupont, après avoir repris les rênes de l'entreprise, a initié une révolution interne. Il a nommé un nouveau conseil d'administration, mais la décision la plus applaudie fut la création de la fondation Léo Dupont pour la justice sociale. Et sa directrice n'est autre qu'Amélie. L'ancienne femme de ménage, qui avait dû se battre pour un inhalateur, gère aujourd'hui un budget de plusieurs millions d'euros, destiné à aider les familles monoparentales en difficulté, à financer des soins médicaux pour les enfants défavorisés, et à offrir une aide juridique aux victimes de harcèlement au travail. Elle a terminé ses études du soir, obtenant un diplôme en gestion, et sa compassion, alliée à son intelligence, fait d'elle une dirigeante respectée et aimée. Le contraste entre sa vie d'avant et celle de maintenant est saisissant. Elle vit dans une jolie maison avec un jardin où Léo, aujourd'hui âgé de 10 ans et en parfaite santé grâce aux meilleurs traitements, peut courir et rire sans jamais plus avoir peur de manquer d'air. La photo qu'elle regardait avec des larmes est devenue sa réalité quotidienne. Antoine, qui a officiellement pris sa retraite, est devenu le grand-père de cœur que Léo n'a jamais eu. On les voit souvent tous les trois dans le parc, non plus comme un roi déguisé et une servante invisible, mais comme une famille, unie par l'épreuve et le respect mutuel. L'histoire d'Amélie est devenue un phénomène. Le direct de la journaliste Hélène Marchal a atteint plus de 50 millions de vues. Un documentaire, La femme de ménage qui a fait tomber un roi, a remporté des prix dans plusieurs festivals internationaux, et Netflix a récemment annoncé la production d'une mini-série inspirée de son combat. Amélie donne parfois des conférences dans des universités et des associations, non pas pour parler de vengeance, mais pour parler de courage, de dignité et de l'importance de ne jamais juger un livre à sa couverture. Son message est simple. Le respect n'est pas un privilège qui s'achète, c'est un droit qui se mérite, quel que soit le travail que vous faites. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelle leçon avez-vous tiré de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.